L'affaire de l'important vol de sirop d'érable survenu pour avoir volé pour à peu près 10 millions de dollars de sirop d'érable dans le centre du Québec. 2012, Québec, au Canada. Un homme entre dans un entrepôt afin d'effectuer le comptage annuel des barils de sirop d'érable. Il monte sur un baril, et là il manque de tomber. Ce baril n'était pas censé bouger, alors pourquoi celui-là bougeait-il? Ce moment anodin va déclencher l'une des plus grandes enquêtes criminelles de l'histoire du Canada. Bienvenue dans l'histoire du grand vol de sirop d'érable, ou comme les médias l'ont surnommé, le Maplegate. Le Canada est le deuxième plus grand pays du monde. 40 millions d'habitants, des automnes aux 1000 couleurs, des hivers magnifiques mais rigoureux, et des paysages à couper le souffle. Ce pays, vous le connaissez sûrement pour ses ours, son hockey, mais aussi sa nourriture comme la poutine, la queue de castor, mais surtout le sirop d'érable. L'érable est principalement produit dans la province du Québec. À elle seule, la production représente près de 70% de la production mondiale. Et quand on contrôle 70% de quelque chose que le monde entier veut, on devient une cible. Pour comprendre ce vol, il faut d'abord comprendre ce que l'on a volé. Le sirop d'érable. Vous pensez peut-être à une jolie bouteille sur la table du petit déjeuner, un souvenir ramené du Canada dans une boîte en métal. Mais détrompez-vous car le sirop d'érable est une véritable industrie. Des centaines de millions de dollars par an, des milliers de producteurs, des marchés à l'export vers le monde entier, et le Québec, qui est le maître absolu de ce marché, 70% de la production mondiale. Rien que ça. Mais une industrie aussi puissante attire aussi les problèmes. Les prix peuvent s'effondrer si tout le monde en produit en même temps, une mauvaise saison peut créer une pénurie mondiale, le marché est fragile, volatile. Alors, au fil des années, les producteurs québécois ont décidé de s'organiser ensemble. Ils créent la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, la FPAQ. Son rôle, commercialiser collectivement le sirop, réguler la production, stabiliser les prix, protéger les producteurs. En théorie, c'est une belle idée, mais en pratique, certains producteurs vont mal le vivre. Parce que la FPAQ ne s'arrête pas là. À partir de l'an 2000, elle met en place une chose unique au monde, une réserve stratégique de sirop d'érable. C'est comme une réserve de pétrole ou une réserve d'or, mais là on parle de sirop d'érable. Des milliers de barils qui vont être stockés et sécurisés et prêts à être utilisés en cas de pénurie. En 2011, à la suite d'un important surplus de production, une nouvelle réserve est construite à Saint-Louis-de-Blandford, un petit village au centre du Québec. Retenez bien ce nom. À l'époque, pas de service de sécurité permanent, juste des barils, des milliers de barils alignés en silence, valant des millions de dollars. Et ça, certaines personnes le savent. Permettez-moi de vous présenter quelqu'un. Richard Vallière, producteur de sirop d'érable au Québec, comme son père avant lui et son grand-père. Mais Richard Vallière a un problème, la FPAQ. Ce système de quotas qui décide combien il peut produire, combien il peut vendre, à quel prix. Pour Richard, ce n'est pas une régulation, c'est de l'étouffement. Il n'est pas le seul à penser ça. Beaucoup de producteurs vivent mal ce système, trop rigide, trop contrôlant, trop injuste. Mais la plupart se taisent ou se plaignent entre eux. Et en juin 2011, tout change. Richard reçoit une information. Elle lui vient d'un homme, Avik Caron, dont l'épouse est copropriétaire d'un entrepôt. Et un entrepôt très particulier, celui de Saint-Louis-de-Blandford. La nouvelle réserve stratégique de la FPAQ. Richard écoute, il réfléchit. Et une idée germe, une idée folle, une idée audacieuse, une idée qui va tout changer. Le plan est simple, presque trop simple. Les barils sont en métal blanc, non marqués, identiques les uns des autres. Il suffit de les charger sur un camion, de les transporter, de siphonner le sirop et de remettre les barils en place comme si de rien n'était. Le sirop est alors transporté jusqu'à une cabane à sucre isolée. Elle appartient à Raymond Vallière, le père de Richard. Personne ne vient là et personne ne posera de questions. Un troisième homme fait son apparition, Sébastien Jutras. Il conduit les camions. Il ne demande pas trop pourquoi. Le système fonctionne, une semaine, un mois, plusieurs mois. Le sirop volé prend la route vers l'est, direction le New Brunswick. Pourquoi le New Brunswick? Parce que là-bas, les règles ne sont pas les mêmes. Le sirop produit hors Québec échappe au quota de la FPAQ. Il peut être vendu librement, sans traçabilité et sans question. Richard achète le sirop à Avik, puis le revend à des distributeurs en Ontario ou aux États-Unis, en petite quantité, soigneusement dosée, pour ne pas éveiller les soupçons. Pendant des mois et des mois, des millions de dollars de sirop d'érable disparaissent et personne, absolument personne, ne remarque rien. Jusqu'à ce qu'ils commettent une erreur. Une seule, mais fatale.
Avec le temps, par gain de temps, ils arrêtent de remplir les barils avec de l'eau. Ils siphonnent directement sur place et ils laissent les barils vides dans l'entrepôt, en pleine vue. Ce détail va tout faire tomber. Nous sommes à l'automne 2012. Un an après le début du vol, des milliers de barils ont disparu, des millions de dollars se sont évaporés et personne n'a encore rien remarqué. Ce matin-là, Michel Gavreau arrive à l'entrepôt. C'est un inspecteur de la FPAQ. Il fait ce travail depuis des années. Il connaît ses entrepôts comme sa poche. Pour lui, c'est une inspection comme les autres, une routine administrative sans surprise. Il entre, il allume la lumière, les rangées de barils apparaissent devant lui. Des centaines, des milliers, alignés parfaitement comme toujours. Il sort son bloc-notes et commence à compter. Puis, il fait ce qu'il fait à chaque inspection. Il monte sur un baril pour vérifier le niveau. Pour s'assurer que tout est en ordre, il pose un pied et il monte. Et là, le baril bouge. Michel Gavreau descend immédiatement et il regarde le baril. Mais un baril plein de sirop d'érable n'est pas censé bouger. Le sirop est beaucoup trop dense, il est lourd, alors pourquoi celui-là il bougeait ? Un autre détail attire son attention. Il commence à voir de la rouille sur plusieurs barils. Il sait une chose fondamentale, le sirop d'érable n'est pas un produit oxydant, il ne provoque pas de rouille. Alors ces barils, ils ne peuvent dire qu'une chose. Ils ont été remplis d'autre chose. D'eau. Michel Gavreau sort son téléphone, ses mains tremblent légèrement. Il compose le numéro de ses supérieurs, les prévient qu'il y a un problème. Ce coup de fil va tout changer. Parce que quand les enquêteurs arrivent sur place, ils commencent à inspecter, baril par baril. L'ampleur de ce qui s'est passé commence à apparaître. Au total, ça va être plus de 10 000 barils qui ont été vidés ou remplacés et plus de 2700 tonnes de sirop d'érable qui sont disparus pour une valeur estimée à 18 millions de dollars canadiens. Ce n'est plus un vol, c'est un braquage. Et c'est le plus grand braquage alimentaire de l'histoire du monde. Les enquêteurs savent une chose dès le départ. Un vol de cette ampleur ne s'improvise pas. Quelqu'un connaît l'entrepôt, quelqu'un avait accès aux barils, et quelqu'un savait exactement comment faire et comment ne pas se faire prendre. L'enquête commence. Elle est colossale. Plus de 300 personnes sont interrogées, 40 mandats de perquisition sont délivrés, des semaines d'investigation, des mois. Les enquêteurs remontent les filières, ils suivent les barils, ils suivent l'argent, ils suivent les camions, et très vite, un nom revient. Richard Vallière. L'homme que vous avez rencontré au début de cette histoire, le producteur révolté, l'homme du bois, celui qui se battait contre le système, mais laissez-moi vous poser la question. Est-ce que Richard Vallière est-il vraiment un criminel, ou est-ce qu'il est le symptôme d'un système qui a poussé ses propres membres à bout ? La réponse est probablement les deux. Parce que Richard Vallière n'est pas le seul dans sa colère. Des dizaines de producteurs comme lui vivent mal le système des quotas. Trop rigide, trop contrôlant, trop éloigné de la réalité du terrain. Certains se plaignent, certains manifestent, certains abandonnent. Richard, lui, a choisi une autre voie, mais cette voie l'amenait beaucoup plus loin qu'il ne le pensait. Parce que se battre contre un système est une chose, mais voler 18 millions de dollars, c'en est une autre. Les enquêteurs reconstituent le puzzle, pièce par pièce. Vallière, Caron, Jutras, 3 hommes, 3 rôles, un seul réseau. Vallière, le cerveau opérationnel, celui qui coordonne, celui qui connaît l'entrepôt, celui qui a les contacts. Caron, la porte d'entrée, celui qui avait l'information, celui sans qui rien n'aurait commencé. Jutras, les jambes du réseau, le chauffeur qui conduisait les camions de nuit qui ne posait pas de questions. Mais un réseau aussi efficace, ça laisse des traces. Les enquêteurs suivent les camions, ils remontent les livraisons et interrogent les distributeurs. Et la piste mène toujours au même endroit, le New Brunswick. Quand les enquêteurs débarquent au New Brunswick, ils se rendent à l'entreprise SK Export, propriété d'Étienne Saint-Pierre. Une entreprise spécialisée dans la transformation et l'exportation de sirop d'érable. Lors de la perquisition, ils découvrent 1100 barils sur place, dont 660 provenaient directement du Québec. La preuve que le sirop prenait bien cette route, que le système fonctionnait exactement comme ils le suspectaient. C'était une opération rodée, organisée, qui avait fonctionné pendant plus d'1 an. En 2012, les arrestations commencent. 17 personnes sont appréhendées et les têtes du réseau sont jugées. Sébastien Jutras, le chauffeur, celui qui ne posait pas de questions, il découvre ce matin-là que se taire a un prix. Le père de Richard Vallière, un homme âgé qui prêtait sa cabane à sucre sans demander d'explication, la justice ne fait pas la différence. Étienne Saint-Pierre, le revendeur du New Brunswick, celui qui achetait sans trop se poser de questions.
et Avik Caron la porte d'entrée sans qui rien n'aurait commencé. Devant les juges, Avik fait un choix. Il plaide coupable, il reconnaît les faits, il ne se bat pas, il n'essaie pas de mentir. Sa peine, 5 ans de prison et une amende de 1,2 million de dollars. Richard Vallière, lui, choisit une toute autre stratégie. Il se lève devant le tribunal, il regarde les juges et dit « Je n'avais pas le choix, on me menaçait, j'agissais sous la contrainte ». La salle, les juges, les enquêteurs, tout le monde l'écoute, mais malgré toutes les recherches et les éléments présentés devant la cour, il n'existe aucune preuve de ces menaces, pas un témoignage, pas un document, rien. Richard Vallière est reconnu coupable de fraude, de trafic, de vol. Il sera condamné à 8 ans d'emprisonnement et à une amende compensatoire de 10 millions de dollars. Dans ce cas-là, la Cour suprême du Canada lui accorde 10 ans pour rembourser. En cas de non-remboursement, 6 années de prison supplémentaires s'ajouteront à sa peine. L'homme qui voulait se battre contre le système, qui pensait que les règles ne s'appliquaient pas à lui, qui croyait avoir trouvé la faille parfaite, a fini par se faire écraser par ce même système. Alors voilà, le grand vol du sirop d'érable, ou le Maple Gate, appelez-le comme vous voulez, je sais ce que vous en pensez. Du sirop d'érable, vraiment, c'est ça le crime du siècle? Et pourtant, derrière cette histoire qui prête à sourire, se cachent des choses bien plus sérieuses. Les failles d'un système trop rigide qui a poussé ses propres membres à se révolter, les tensions d'une industrie entière qui reposait sur la confiance et qui a découvert qu'elle avait été trahie de l'intérieur, un homme convaincu d'avoir raison qui a confondu résistance et crime. Cette histoire a tellement frappé les esprits qu'elle a rapidement dépassé les frontières du Canada. En 2018, Netflix lui consacre un épisode entier dans sa série documentaire Dirty Money, intitulé sobrement The Maple Syrup Heist. L'épisode revient sur tout, le cartel du sirop, les failles du système de quotas, le mode opératoire des voleurs. Et plus récemment, Amazon Prime adapte cette histoire en série, The Sticky. Parce que cette histoire, elle a tout d'un scénario de fiction, des personnages improbables, un plan audacieux et une chute spectaculaire. Sauf que là, tout est vrai. Aujourd'hui, les érables du Québec coulent toujours, la FPAQ existe toujours, les réserves stratégiques existent toujours. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner. Il me reste encore beaucoup d'histoires à vous raconter, et en attendant la semaine prochaine, dites-moi en commentaire. Est-ce que vous auriez osé faire pareil? Vous battre contre un système que vous jugiez injuste?